OK. Donc, ici, toujours dans le chapitre 2, section 1, ici, on va discuter de la dépendance en nombre de degrés de liberté de diverses quantités. Donc, en thermodynamique, on appelle une quantité extensive une quantité qui est proportionnelle au nombre de degrés de liberté. F, c'est pour freedom, ça vient de l'anglais. Donc, des exemples, ça serait le nombre de particules, l'énergie, d'accord? Les quantités extensives. Puis, il y a des quantités intensives qu'on n'a pas encore définies. Là, on ne sait même pas que ça existe. Mais les quantités intensives, c'est comme la température, si vous voulez. Donc, une quantité extensive, si j'ai un système, je le divise en deux, bien, cette quantité-là va être divisée en deux. Pour un système à l'équilibre, si j'ai un volume, une certaine quantité, puis je divise en deux, ben, on reste avec la même valeur. D'accord? La température va être la même partout. On n'a pas encore défini la température. Là, pour ce qui est important, c'est surtout qu'est-ce que c'est une quantité extensive. Donc, ce qu'on a montré, qu'on vient juste de montrer finalement, c'est qu'on a une quantité importante qui est extensive, puis donc on se doute qu'elle va avoir un rôle en thermodynamique. C'est le log de oméga de E. D'accord? On a vu que c'était proportionnel au nombre de degrés de liberté fois le log de l'énergie par degré de liberté. Donc, l'énergie par degré de liberté, ça, c'est un nombre. C'est pas proportionnel au nombre de degrés de liberté. L'énergie, c'est proportionnel au nombre de degrés de liberté, mais on divise par le nombre de degrés de liberté. D'accord? Donc, ça, on écrit que c'est d'ordre F. D'accord? Le O ici, ça veut dire que c'est ordre F. Ça veut dire que c'est proportionnel à F. Maintenant, on va calculer D log oméga de E et E. Donc, ça va être proportionnel à quoi? C'est la dérivée du log, c'est 1 sur E. D'accord? Donc, ça va être proportionnel à F sur E. Mais l'énergie, c'est proportionnel au nombre de degrés de liberté. Fait que ça, c'est proportionnel. C'est d'ordre F exposant 0. C'est-à-dire que c'est indépendant du nombre de degrés de liberté. Vous voyez? Ça fait partie des quantités intensives dans un certain sens. Là, si on continue, on va arrêter là. Vous voyez que ça pourrait devenir fou. Là. Dérivée seconde de log par rapport à l'énergie, bien ça va être proportionnel à moins, c'est négatif, puis ça, on va revenir souvent là-dessus, c'est négatif, moins F sur E au carré. La dérivée de 1 sur E, c'est moins 1 sur E carré. Et E, c'est proportionnel à F, ça veut dire que tout ça, c'est proportionnel à 1 sur F. Donc ça va être d'ordre F à la moins 1. Là, je ne suis pas supposé vous parler de ça tout de suite. Mais je vais vous révéler des secrets. On va revenir là-dessus, là, fait qu'il ne faut pas paniquer. Là. Mais pourquoi j'ai fait ça ici? Bien ça, cette quantité-là, ça va être relié à l'entropie. Et puis cette quantité-là ici, ça va être relié à 1 sur la constante de Boltzmann fois la température absolue. Donc, on voit apparaître la température pour la première fois. On va voir pourquoi la température est définie comme ça. Là, on n'a aucune idée.
C'est juste une quantité intensive. C'est bizarre, c'est relié à l'énergie. Mais je vais vous montrer, je vais vous justifier pourquoi c'est naturel que ça soit la température. Puis ça, cette quantité-là, en fait, c'est relié à la chaleur spécifique, mais pour le moment, disons que c'est relié aux fluctuations. Donc, quand on va calculer la distribution de probabilité, on va arriver à des gaussiennes. Puis ça va être proportionnel à 1 sur sigma carré, avec le sigma. Donc, ces dépendances-là ici sont très importantes, puis on va les utiliser souvent. Donc, on est parti de l'ensemble microcanonique. On a accordé une probabilité égale à tous les états microscopiques qui sont cohérents avec l'état macroscopique. Et puis, voilà, on a vu que cette quantité-là ici était proportionnelle au nombre de degrés de liberté. Ça va être relié à l'entropie, ça va être relié à la température, puis ça aux fluctuations. Donc, vous voyez qu'on a des quantités purement thermodynamiques ici, hein, l'entropie, la température, les fluctuations, quelque chose qui est purement relié au système macroscopique, qu'on a trouvé à partir de considérations purement mécaniques, c'est-à-dire qu'on a compté le nombre d'états microscopiques qui sont cohérents avec un état macroscopique donné. Quand même spectaculaire. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? OK. Donc, on va passer au chapitre 2, section 2. Puis, je vais vous conter un peu l'histoire de ces choses-là en effaçant le tableau. D'accord? Donc, Loschmidt, qui était le professeur puis l'ami de Boltzmann, qui en 1876 a demandé à Boltzmann de lui expliquer l'irréversibilité. C'est-à-dire que Boltzmann a écrit une équation qui permet de montrer que, donc l'idée c'est de regarder l'espace des phases, puis de voir que quand il y a des collisions, finalement on se promène dans l'espace des phases, puis de montrer que finalement son équation prédisait qu'on atteignait l'équilibre thermodynamique. C'est Boltzmann aussi qui a pensé à ces états microscopiques. C'est pas évident, là, on est en 1865, puis on ne sait même pas que les atomes existent. Hein. C'est très spéculatif. Les chimistes nous disent ça, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Jamais personne qui a vu des atomes. Cette question-là avait été posée par Kelvin et puis Tate, deux Écossais, à un autre Écossais, Maxwell. Puis Maxwell, pour montrer qu'il y avait de l'irréversibilité, on va voir que c'est relié à l'augmentation d'entropie, a inventé un petit bonhomme qu'on appelle un démon de Maxwell, que je vais vous montrer plus tard, dont on va reparler, pardon, plus tard. Donc, Boltzmann a fait beaucoup de progrès en 1884-1887 avec ses idées d'état microscopique. Et puis Gibbs, indépendamment, je vous en avais déjà parlé, hein, Gibbs, il était pas loin d'ici, au Connecticut, physicien américain, isolé, tout seul dans son coin. En fait, a inventé plein de choses importantes au sujet de la physique statistique, mais personne n'était au courant. Einstein a réinventé un paquet de ça. Mais Einstein, il n'était pas d'accord avec Boltzmann, en fait. Il disait, ben, le nombre d'états microscopiques, OK, dans un gaz parfait, je peux imaginer que je suis capable de compter le nombre d'états qui sont cohérents avec un état macroscopique donné. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il y a des interactions hein, entre les particules?
Donc, il n'était pas d'accord avec cette idée-là. En fait, faut que vous allez voir que dans le cours, on va faire plein d'exemples avec des systèmes sans interaction qu'on va supposer qu'ils sont à l'équilibre thermique. Puis, vous pouvez me questionner là-dessus parce que s'il n'y a pas d'interaction avec les particules, pourquoi ils atteindraient l'équilibre thermique? Donc, il y a toujours des interactions, mais l'idée, c'est que plus les interactions sont faibles, plus ça va prendre du temps à atteindre l'équilibre thermodynamique. Une fois que l'équilibre est atteint, l'influence des interactions, c'est comme un effet d'ordre supérieur. Ce n'est pas l'effet dominant qui détermine les propriétés. Donc, ça compte, mais ce n'est pas l'effet dominant. OK, ça, c'était une parenthèse. Donc, voilà, donc j'ai parlé d'Einstein, de Gibbs, et puis Maxwell. OK, donc effectivement, Maxwell et Einstein, les deux, préféraient, plutôt que de faire l'hypothèse de Boltzmann, dire qu'il y a des états microscopiques et ils sont équiprobables, ils préféraient utiliser ce qu'on appelle l'hypothèse ergodique. Alors, l'hypothèse ergodique, ce que ça dit, c'est que si je mets toutes des particules dans toute une position et une vitesse initiale, puis que je les laisse évoluer dans le temps, ben en fait, ils vont se trouver à passer, les équations du mouvement vont les faire passer par tous les états microscopiques. Donc, Maxwell et puis Einstein préféraient baser la physique statistique sur cette hypothèse-là, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on pouvait moyenner sur tous les états, c'est que les équations du mouvement font passer par tous les états. Ça s'appelle l'hypothèse ergodique. Mais on peut calculer combien de temps ça prend pour un système macroscopique, en 10 à la 23 particules, combien ça prend de temps pour que les équations du mouvement le fassent passer par tous les états microscopiques? Mais la réponse, c'est que c'est plus grand que l'âge de l'univers, le temps de récurrence. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas baser la physique statistique sur l'hypothèse d'ergodicité. Donc, ce qui est vraiment, ce qui compte plutôt, c'est l'hypothèse statistique qu'on a posée. Les raisons pour lesquelles ça marche, c'est que les valeurs les plus probables, hein, ça va être la gaussienne, encore une fois, les valeurs les plus probables, ça va être la même chose que la valeur moyenne. Puis, en fait, presque tous les états microscopiques qui sont cohérents avec un état macroscopique donné ont les mêmes propriétés macroscopiques. C'est-à-dire que hein, si je regarde donc mon système de spin, puis que je regarde des sous-ensembles de mon système de spin, je regarde la probabilité que les spins soient par en haut, mais peu importe l'ensemble des états microscopiques, ça va marcher. Voilà. Donc, c'était cette discussion-là. Est-ce qu'il y a des questions?